abonnez-vous. Et bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Abonnez-vous matin après de multiples émissions en pause pour cause de jours fériés parce que vous le savez, la France n'aime pas le travail. Abonnez-vous matin, c'est tous les vendredis de 10h à midi avec des invités, avec des influenceuses, des influenceurs, avec des journalistes, avec tout un tas de projets très intéressants qu'on essaye de vous présenter. On est toujours évidemment en direct des bureaux de Mediapart au cœur battant de la rédaction, je dis n'importe quoi. On est là ensemble donc jusqu'à 11h pour la partie invitée. Ensuite, ce sera la revue de presse comme d'habitude et je reçois aujourd'hui Lisa Durand. Salut. Salut. N'hésitez pas à me dire dans le chat si vous entendez correctement, si le son est bon, s'il y a des problèmes techniques habituels. Lisa, en tout cas, tu es rédactrice alors pour plusieurs médias, notamment pour la revue Emitaille qu'on a reçue il y a quelques semaines dans cette émission ici même. C'est vrai, oui. Tu es aussi membre du syndicat de la critique cinéma et on te reçoit aujourd'hui pour ton travail auprès de la revue Sorociné. Est-ce que tu voudrais, avant que je présente la revue et ce que vous faites dans cette revue, présenter un petit peu tes activités, ce sur quoi tu travailles un peu plus précisément? Alors moi, Sorociné, ça existe, c'est un média indépendant et une association qui existe depuis 2018. Moi, j'ai rejoint l'équipe à la rentrée 2021 après un appel à contributrices qui avait été lancé à l'été 2021, donc le fameux été Covid où Cannes avait été en juillet et pas en mai du coup. Et avant ça, je connaissais le travail de Sorociné parce que j'écrivais pour un autre média féministe intersectionnel plus généraliste, pas forcément que basé sur le cinéma, qui s'appelle Deuxième Page. Et donc c'est à partir de là que j'ai été mise au courant du projet par l'écoute du podcast, parce que d'abord Sorociné, c'est un podcast en 2018 suite à l'avènement de MeToo, et c'est vraiment une réaction à du coup ce changement dans le milieu du cinéma et dans le milieu culturel plus globalisé, on va dire. Et puis après, moi, mes activités chez Sorociné, comme je disais, on est une structure associative, donc on fonctionne vraiment à l'envie d'écrire, on va dire, et surtout d'un point de vue féministe. Et donc du coup, il y a cette idée de militantisme aussi dans le travail qu'on fait. La plupart de mes camarades sont journalistes indépendantes, sont pigistes, ou il y en a qui travaillent tout simplement dans le monde de la culture et dans l'audiovisuel. Et donc chacune, on accorde le temps qu'on peut dans notre quotidien, en plus à Sorociné, parce que Sorociné est une structure bénévole. C'est une structure bénévole, il y a beaucoup de collaboratrices. C'est Oui, on c'est est assez une vingtaine, impressionnant. il me semble, et je pense qu'on est une dizaine vraiment très active. Alors, je montre un petit peu le site, hein, là je vois, les gens peuvent voir Notre très beau site internet. le site qui est très bien, le Ouais. site Sorociné, avec plusieurs articles que vous avez récemment sortis. Évidemment, en ce moment c'est le Festival de Cannes, on y reviendra, mais donc il y a pas mal de critiques de films aussi en lien avec le festival. Oui, et Mother's Baby, qu'on a publié hier, un article que j'ai écrit moi. Donc un article très récent plus que tu viens de sortir, donc sur Ouais. des critiques de films. L'idée de toute façon globalement de la revue, c'est d'analyser les films sous le cinéma, plus généralement sous un angle féminisme, de valoriser les femmes et les minorités de genre. Comment vous sélectionnez les films sur lesquels vous réalisez des critiques? Est-ce qu'il y a des critères? Est-ce que c'est un certain type de film ou vous interdisez rien? Non, on s'interdit pas grand-chose. Il faut évidemment que les thématiques s'accordent à notre ligne éditoriale que tu as décrit à l'instant. Mais c'est vrai que après, on a une organisation en interne avec des tableaux, et on fait comme dans tous les médias, on fait de la veille en fait à l'année sur ce qui se passe, parce qu'on se déplace aussi en festival, sur ce qui se passe en festival. Et chaque contributrice apporte un petit peu le cinéma, je pense qu'elle aime. Et ensuite, on traite quand même des grosses sorties. Il y a pas longtemps, on a fait un podcast sur le Diable s'habille en Prada. Moi, j'en ai écrit un article, on a fait une vidéo, parce que c'est quand même une des grosses sorties, et ça s'aligne de toute façon avec les problématiques de notre ligne éditoriale. Donc ça s'est fait un petit peu comme un accord, et puis c'est des années de travail aussi pour créer cette structure interne, et ça marche plutôt bien. Comment tu procèdes, toi, par exemple, quand tu écris une critique? À chaque fois, tu vas avoir un angle particulier, tu vas analyser ça quand c'est de la culture mainstream différemment d'un film un peu plus confidentiel. Est-ce que tu as une façon de travailler pour Sorociné, ou est-ce que vous avez chacune
petit peu votre technique d'approche? Alors, je vais pas parler pour mes camarades qui sont pas là et je ne sais pas comment elles écrivent parce que je suis pas derrière leur épaule. J'ai pas vraiment de méthode d'écriture. Je sais que je suis quelqu'un qui procrastine beaucoup et notre correctrice Marion Thévenot, que j'embrasse et que je remercie, le sait. J'ai tendance à rendre mes articles très tard. Donc non, j'ai pas vraiment de méthode. Et pour l'attribution des films, comme je disais, on fait de la veille sur un calendrier et après on se dispatche les films. Il y a forcément des préférences. Moi, j'aime beaucoup le cinéma de genre, par exemple. Je suis très concernée, en tout cas, par les représentations, notamment des personnes et des personnages racisés dans les productions audiovisuelles. Et c'est un travail que moi, je continue chez Emitaille aussi, en tant que personne racisée, afro-descendante. Donc, il y a des films qui, tout de suite, vont plus me parler, mais il se trouve, des fois, on s'attribue, on se demande toujours sur quoi on a envie d'écrire. Mmh. Et tout le monde y trouve son compte. Comme on disait, on est quand même beaucoup. Oui, justement, je parlais à propos des films de genre. J'ai vu que tu avais fait une critique récemment sur le dernier film de Sam Raimi, là, avec. Send Help, ouais, Ouais. avec Rachel McAdams et Dylan O'Brien. Oui, parce que Sam Raimi, par exemple, c'est un cinéaste, c'est un homme, hein, mais c'est un cinéaste que j'aime bien. Et pour ce coup-là, Le Diable s'habille en Prada, c'est réalisé par un homme aussi, mais il y a des thématiques, en tout cas, ou alors des personnages féminins principaux mis en valeur qui rentrent dans notre ligne éditoriale et qu'on analyse aussi. Ce qu'un grand film de studio, comme le cas du film de Rémi ou celui du Diable s'habille en Prada, dit aujourd'hui sur les personnages féminins. Il y a Par exemple. une analyse un peu de l'ambiance culturelle, quoi, de la pop Ouais, bien culture sûr. en général. Et comment elle a changé pour le Diable s'habille en Prada en 20 ans, mais comment depuis MeToo par exemple, on fabrique des personnages dans des productions audiovisuelles plutôt grand public. C'est pour ça que tu l'as dit, en plus particulièrement intéressant pour le Diable s'habille en Prada, parce qu'on est face à une suite 20 ans après, donc Ouais. on peut voir des évolutions de la société. Alors moi, j'ai pas vu le deuxième film, mais Alors mais j'ai vu que celui de Sam Raimi dans les dernières critiques. Je me suis dit comment je vais pouvoir voir un truc que j'ai déjà vu. Et non, mais effectivement, c'est très intéressant d'avoir pu analyser ça et d'avoir ce regard un petit peu de regarder en arrière et de voir ce qui a changé, ce qui n'a pas changé. Quelles conclusions t'en as tiré? Est-ce que tu avais déjà pu observer cette évolution de façon aussi claire avec un film qui est de la même série 20 ans après avec un autre film à la suite? Je trouve que c'est quand même assez particulier. On le voit beaucoup en série. Les filles ont fait un podcast il y a quelques mois sur la série Sex and the City et son reboot And Just Like That, qui sont deux séries quand même une série culte et un reboot qui a quand même bien marché, qui s'est fini. Et elles analysaient un petit peu du coup les différences entre les deux il me semble, 15 ans d'écart, je crois, les deux séries. On le voit beaucoup en série parce que la série a tendance à faire beaucoup de reboots. Le film aussi a tendance à faire beaucoup de suites. Et en plus, Le Diable s'habille en Prada et Sex and the City, on a des personnages et des milieux, c'est New York, c'est des personnages féminins ambitieux, qui sont sur des postes à haute responsabilité. Donc, il y a des petits parallèles à faire entre les deux. Ça reste quand même des entreprises de studios très capitalistes et qui vendent une idée comme ça, un petit peu du girl bossing, idée contre laquelle on se bat un petit peu parce qu'on a vu les dérives de l'arrivée de la figure de la girl boss dans les années 2010 dans les productions culturelles. Et maintenant, on essaye d'avoir des personnages un peu plus nuancés. Enfin, il y en avait déjà dans les années 80, des girl boss, mais elles étaient beaucoup plus moins mainstream, on va dire. Est-ce que tu peux expliquer un peu cet archétype de la girl boss et les problèmes que ça... La girl boss, c'est une figure qui émerge justement parce que les femmes en tout cas dans la vraie vie, mais aussi dans les productions culturelles, sont très minoritaires dans le milieu de l'entreprise, dans des postes à haute responsabilité, par exemple des PDG d'entreprise. Dans le Diable s'habille en Prada, c'est le personnage de Meryl Streep qui est rédactrice en chef de Runway, qui est une espèce d'avatar de Vogue, donc c'est un avatar d'Anna Wintour, par exemple, qui est une femme très puissante et influente. Et on a vu qu'on valorisait aussi beaucoup ces figures-là dans la pop culture, parce que c'est tout un style aussi, la girl boss. C'est celle qui réussit dans le travail, qui parfois réussit dans son couple, qui réussit dans la construction d'une unité familiale. Donc c'est la réussite plus que tout le reste. Et donc ça a créé un petit peu des dérives comme ça avec des personnages qu'on a appelés des personnages de femmes fortes, badass, je sais pas, strong woman lead, des trucs comme ça. Et du coup, ça a créé une espèce de personnages comme ça unidimensionnels qui n'avaient rien
d'autres à dire que je reprendrai la formule de Britney Spears, Work Bitch, quoi. Il y avait quelque chose où elles pouvaient pas être des personnages au-delà de cette réussite qui s'associe à une réussite masculine où on brutalisait notre entourage en fait et on brutalisait nos employés surtout. Donc il y a quand même la girl boss, sa construction se fait aussi au détriment de ses employés et des conditions de travail qu'elle impose, ce qui est quand même assez dangereux. Ouais, ce qui reste une analyse très libérale Oui, et des qu'on voit rapports très sociaux. états-unienne aussi quand même, parce que là, je cite beaucoup d'archétypes qui sont plutôt des archétypes nord-américains, on va dire. En France, il y en a des personnages, mais là, il m'en vient pas tout de suite. Ouais, vous avez l'impression que c'est un peu un traitement différent Oui, des de toute personnages façon, la féminins. culture de l'entreprise américaine et la nôtre a pas grand-chose à voir. Mhm. Même si avec l'arrivée des startups aussi en France et des incubateurs de startups, on a vu que les structures d'entreprise avaient tendance à évoluer et à s'américaniser, on va dire. Dans le chat, il y a Licornmus qui dit Cruella, c'est l'apogée de la girl boss, je trouve. Je sais pas si c'était comme ça que ça a été écrit, mais j'accepte l'analyse. Un petit peu, elle est le personnage de la comtesse je pense qu'elle parle, elle, je dirais, la licorne. Pardon, je sais pas si je mégenre la personne. Mais oui, je pense que cette personne parle du film Cruella et des archétypes qu'on recrée, ou peut-être du film sur les cendres de Dalmatien. Je trouve que c'est un personnage, en tout cas, qui a perdu de son ambivalence, en tout cas, entre les films avec lesquels on a grandi, donc les 101, 102 Dalmatiens, et le film Cruella, qui est un film beaucoup plus formaté, je trouve. Et tu trouves qu'en général, dans le mainstream, il y a quelque chose de beaucoup plus lisse, de beaucoup plus... Je trouve qu'il y a des tentatives, mais en général, on sent quand même que derrière, il y a une écriture de studio et d'exécutifs de studio. On sait qu'aux États-Unis, c'est les producteurs qui ont le Final Cut. Les réalisatoristes qui l'ont sont très rares, surtout sur des productions à des millions de dollars comme ça. Je trouve qu'on le sent quand même sur le Diable en Prada 2, c'est assez clair. Sur le montage, par exemple, on est vraiment à l'ère des grandes plateformes de streaming où les gens ont un temps d'attention qui est quand même divisé. Et il faut que le film, c'est un peu... le principe Netflix, il faut que les gens soient au courant de ce qui s'est passé les 10 dernières minutes et on répète, on alourdit comme ça le montage et on alourdit l'écriture ou la surécriture des dialogues pour que les gens puissent suivre en double écran un film, ce qui est fou. Parce qu'on est conscient qu'un film va finir sur une plateforme après son s'il y a exploitation en salle, après son exploitation en salle. quelque chose de très formaté, mais effectivement, on avait parlé, les films étaient écrits pour que les personnages répètent toujours ce qu'ils sont en train de faire pour qu'on puisse regarder en faisant autre chose ou regarder en x1,5, ce qui a été proposé aussi sur les plateformes. Ouais. On dit que c'est un peu Netflix qui a inventé ça parce que c'est la plateforme la plus influente, même si on a bien plein d'autres maintenant. Ouais, ça rejoint aussi quelque chose auquel vous vous intéressez à Sorociné, c'est-à-dire le rôle des conditions de production et des personnes qui travaillent sur les films en dehors des réalisateurs et des réalisatrices. Je pense aux personnes qui s'occupent de l'éclairage, aux monteurs, aux monteuses. Est-ce que c'est aussi important d'intégrer les conditions de travail de ces personnes là dans la production du film? Et comment vous essayez de le faire à Sorociné? Alors nous, dans nos travaux sur notre site et sur nos réseaux sociaux, on interviewe évidemment des réalisatrices et des cinéastes, mais on interviewe aussi, quand on en a l'opportunité, des techniciennes, parce que leurs métiers sont des métiers clés. Le cinéma, c'est une œuvre collective, ce n'est pas l'œuvre d'une espèce d'artiste tout-puissant, c'est des dizaines de chefs de poste et de subalternes, de stagiaires. Enfin, c'est une entreprise quand même assez massive, le cinéma, et je trouve qu'en justement donnant la parole à ces métiers-là, qui peuvent être des métiers techniques, comme le montage, la composition musicale et tant d'autres métiers, la direction de la photographie, on donne aussi à diversifier un paysage et à montrer des profils assez différents. Sachant que je suis là aujourd'hui, mais une partie de l'équipe est au Festival de Cannes et depuis 2021, on est partenaire avec du prix de la de la CST, le prix de la jeune technicienne qui récompense tous les ans une jeune technicienne des métiers de l'image et du son, de l'audiovisuel. Donc c'est un partenariat dont on est très fiers. Voilà, exactement. Voilà, j'affiche là, prix de CST, la jeune technicienne de cinéma avec les lauréates depuis 2021. Ça existe depuis 2021. Et du coup, on est partenaire depuis le début. Et je trouve que c'est une très bonne initiative justement pour voir les techniciennes de demain et aussi rendre hommage à toutes les techniciennes qui sont arrivées avant elles. Je donne quelques noms de lauréates les dernières. Ouais.
Éponyme Momenceau, chef opératrice image sur le film Connemara de Alex Lutz. Claudine Doury a fait don d'un tirage d'une photographie de sa collection de personnages, je suppose, pour montrer la chef opératrice. 2024, Evgenia Alexandrova, chef opératrice image sur le film Les femmes au balcon de Noémie Merlan. Dolores Mara fait don également d'un tirage donc pour montrer la photographie. Voilà, c'est pour les 2 dernières lauréates. Et ça permet aussi de mettre en avant des femmes, mais aussi des métiers qui sont généralement peu... Oui, qui sont des métiers derrière la caméra, donc des métiers un peu plus dans l'ombre. Métiers dans l'ombre. Il y a Licorne Mus qui dit: je me sens parfaitement attaqué car je fais 3 choses en même temps quand je regarde un film en x1,5. Il m'arrive d'être en double écran aussi, moi, sur de la plateforme, je vais pas mentir. Non, mais je pense que ça nous arrive à tous et à toutes. C'est un peu la maladie de notre époque, je crois. Malheureusement, on est aussi contraint par les conditions de diffusion et de production qu'on nous impose. Oui, et il y a aussi il y a beaucoup de productions quand on joue, je trouve. Si toutes les productions étaient plus exigeantes de notre temps, peut-être qu'on serait moins en double écran. Moi, il y a beaucoup de productions. Je suis, comme tu le disais, au syndicat français de la critique de cinéma et je suis au jury plateforme. Donc nous, on récompense tous les ans, depuis 3 ans, il me semble qu'il existe le jury, les films de plateforme et les séries de plateforme. Et il y a des œuvres de plateforme, en tout cas, qui nécessitent toute mon attention et je peux pas être en double écran. L'an dernier, en début d'année, on a récompensé la série américaine The Pitt, qui est une série hospitalière et qui est une série qui marche vraiment au chronomètre. Donc dès que tu baisses la tête sur ton téléphone, tu rates des informations importantes et The Pitt va pas te les rappeler. Par exemple. Oui, mais c'est vrai que les films qu'on peut regarder comme ça, c'est pas tous les films, c'est un peu l'espèce de marécage de la production, un peu le film qu'on a oublié 2 jours après. Oui, ou même on a récompensé pour le film de plateforme le film de Catherine Bigelow, House of Dynamite. Dans House of Dynamite, il est un peu tôt. Si tu baisses les yeux, c'est beaucoup de secrets d'État, donc du coup, tu baisses les yeux, tu rates une information importante. Donc il y a quand même des créatrices et des showrunners et des cinéastes qui continuent à être exigeants avec leur travail, et à peut-être être moins victimes du cahier des charges de certaines plateformes ou certains studios. Là, je parle de Catherine Bigelow, qui est quand même une éminente réalisatrice et une des rares femmes à avoir eu un Oscar pour la meilleure réalisation. Enfin, la première, d'ailleurs. Donc, je sais pas comment gèrent les autres. Oui, non, mais c'est vrai que c'est intéressant de voir qu'il y a une masse de production un petit peu formatée, où on peut faire autre chose en regardant et oublier le film tout de suite après, mais qui reste quand même malgré tout dans cette condition de production-là. Quelques films qui surnagent un peu et qui arrivent à avoir notre attention, mais c'est vrai que quand on s'appelle Catherine Bigelow, c'est plus simple aussi de pouvoir imposer son cahier des charges. C'est vrai. Alors il y a plusieurs commentaires dans le chat. Alors commentaires plus ou moins sérieux, attention, je vous surveille. Bonjour, le double écran prend trop de temps, la méta est de demander un résumé par IA, nous dit Mika Dakin. Je pense pas que ce soit sérieux. Et Licorne Mus qui dit un truc très juste aussi sur la consommation de séries, effectivement, la regarder en VO dans des langues qu'on parle pas, donc s'intéresser à du cinéma en tout cas anglophone ou francophone, ça peut être aussi intéressant pour être obligé de se concentrer sur une œuvre. À moins d'être polyglotte, en effet, quand moi je regarde des séries espagnoles, italiennes, sud-coréennes, je suis obligée aussi comme au cinéma, quoi, comme quand je suis en salle, d'être attentive. Alors on parle pas encore de Jean Moulin, la politique, mais on va y venir. Super Phoenix, je vois que les gens sont très... c'est peut-être un peu à cause de mon titre aussi, je vais pas dénier ma responsabilité. Est-ce que tu as demandé si la question était orientée ? On m'a demandé au début si la question était orientée, mais mon titre c'est est-ce qu'il faut politiser le cinéma? Je veux dire que oui. Enfin, il y a pas de. Est-ce qu'il y a vraiment une autre réponse que ça? Évidemment que le cinéma est éminemment politique. Toutes les œuvres culturelles qu'on crée sont éminemment politiques. Ça devrait pas être dur de dire ça quand même. Oui. Et alors lisez d'ailleurs Sorociné, puisque vous allez voir des analyses politiques. Absolument sur toutes les œuvres, puisque c'est un peu votre ligne directrice, de toute façon, d'avoir une analyse, on disait féministe, mais aussi de la représentation des minorités. Donc à chaque fois, même sur des œuvres mainstream de pop culture, on a une analyse politique et on voit que c'est très pertinent, que ce soit sur Le Diable s'habille en Prada 2. De toute façon, c'est toujours des produits d'un moment social aussi. Alors je vais mettre le site en avant. Avant de parler de Cannes, j'avais une question que j'avais prévue pour après, mais je pense qu'on peut en parler maintenant, parce qu'on parle de ça, de question de la politisation. Oui. Comment toi tu vois l'évolution de la politisation du cinéma, justement? Est-ce que
tu as une impression qu'il y a de plus en plus de films qui sont plus conservateurs, ou est-ce que tu penses qu'au contraire, il y a eu plutôt, une amélioration, parce qu'on parlait tout à l'heure de la différence notamment par rapport aux années, 90-2000. Comment est-ce que tu le perçois ça, toi? Alors conservateur dans quel sens? Parce que ça peut être assez large. Ouais, alors il y a notamment, je sais pas, on peut penser à des Tu films penses comme, Bac Nord par exemple, des films très, qui ont fait polémique, on va dire, qui sont en cinéma Alors français. là, on sort du giron de la ligne éditoriale de Sorociné, mais moi, en tant que je suis marseillaise en plus de naissance, donc un film comme Bac Nord, moi, ça me hérisse le poil, tout simplement. Parce que c'est une représentation en plus de la ville où j'ai grandi, qui est toujours un petit peu la même, qui est celle du trafic de drogue, des quartiers nord et de la fétichisation aussi des gens qui habitent dans des cités et des populations plutôt prolétaires en plus et issues de l'immigration la plupart du temps. Donc oui, si on pouvait arrêter de se faire ce cinéma-là qui est fantasmé par un petit nombre plutôt de gens privilégiés, moi j'avoue que ça m'arrangerait et surtout pour ne pas dire grand-chose en plus à part vraiment, esthétiser, la violence, esthétiser la souffrance, non merci. Enfin, dans la même ville, on a un cinéaste comme Robert Guédiguian, par exemple, qui est historiquement un grand militant communiste et on parle beaucoup moins de son cinéma à lui, qui a un cinéma beaucoup plus sur comment faire famille et comment vivre en société et en communauté, en fait, et s'entraider les uns et les autres. Mais non, on préfère les espèces de 90 minutes enquête, là, en film. Moi, j'avoue que je suis particulièrement saoulée. Et bonjour à tous les Marseillais et Marseillaises, d'ailleurs, s'il y en a dans le chat. Autant regarder 90 minutes enquête directement. S'il vous plaît, non. C'est aussi de la propagande fasciste quand même, mais bon. Absolument. Mais justement, le sens de la question, c'était par rapport à ces films-là. Je sais pas si des films comme ça, à ce point, Bac Nord, je pense à toutes les polémiques qu'il y a eu autour Des Rayons et des Ombres, notamment, des productions aussi importantes avec un discours aussi conservateur. Je pense aussi, peut-être de façon un peu plus à la marge, mais des films catholiques qui sont de plus en plus projetés sur Canal. Est-ce qu'il y a Oui, t'as l'impression donc qu'il y a une offensive tu quand veux même? parler du coup de l'affaire Bolloré. Notamment, Là, notamment. on s'oriente plus là-dessus. Donc, et la fameuse pétition Zappé Bolloré, dont moi je fais partie des nombreuses signataires de cette pétition qui a grandi et qui en plus maintenant a des signataires internationaux assez éminents, comme je pense à Javier Bardem, Kem Loach, Marc Ruffalo, qui sont des personnes quand même assez engagées sur ces questions-là. Oui, en fait, pour l'instant, on n'a pas vu à l'œuvre encore. C'est une pétition, je pense aussi, qui dit que on se prémunit de ce qui va arriver, qu'on est au courant de ce qui peut se passer avec la mainmise de quelqu'un comme Vincent Bolloré sur le monde de la culture et le monde du cinéma. Oui, voilà, exactement. La photo est vraiment bien choisie. C'est quand même quelqu'un qui a racheté, oui, c'est ça, à 30%, le groupe UGC. Donc, je sais pas combien ça représente de salles en France, mais c'est assez énorme. Via Vivendi, il a Canal+, il a CNews. Donc c'est quelqu'un qui a quand même une certaine mainmise sur la télévision et le cinéma et le monde de l'édition d'ailleurs aussi, parce qu'on a vu le limogeage d'Olivier Nora chez Grasset il y a pas très longtemps. Donc évidemment, c'est effrayant de voir qu'un milliardaire qui a des idées conservatrices et qui est proche de l'extrême droite et avoir la main mise sur, en tout cas, la création de l'image animée, parce que forcément, à terme, que quelqu'un comme ça, d'aussi puissant, ait le pouvoir et ait une voix si importante, forcément, ça va orienter la façon dont sont financées certaines productions, les images qu'on voit, et on sait que c'est important, les images qu'on voit. On sait exactement ce que ça véhicule, on sait ce que la publicité véhicule, on sait ce que les réseaux sociaux véhiculent, donc c'est pas anodin. En tout cas, que quelqu'un ait autant de pouvoir. Et ça se passe aussi, voilà, la pétition Je suis en qui train de faire est... défiler la liste là, des signatures. Ouais, la liste, elle est grandissante. Et sur cette liste, évidemment, il y a, comme on le disait, des cinéastes et des comédiens importants. Je sais qu'il y a Swan Arlo, par exemple, qui l'a signé, qui est un peu le contre-Gilles Lelouch du Festival de Cannes, j'ai l'impression. Hein. Oui, je suis là, je surligne. Ah oui, je suis là. Avec de nombreux de mes camarades qui sont aussi derrière la caméra ou dans les métiers de l'audiovisuel, que ce soit la programmation de festivals. Donc, programmateur de festival, c'est un métier très, très important sur les films qui sont diffusés. Donc je me suis un peu perdue dans le fil, mais oui, l'inquiétude, je trouve qu'elle est légitime, et on voit aussi que les gens qui s'accrochent, en tout cas à pas froisser l'empire Bolloré, c'est des gens qui ont déjà des accès dans cet empire-là et qui veulent pas perdre leur travail aussi. Mais on pourrait dire aussi des gens qui
auraient plus la possibilité qu'ils prennent moins de risques en fait Oui, bien à prendre sûr. position, étant donné qu'ils sont déjà installés, Bien qu'ils sûr. sont déjà bankable. Et à partir de là, c'est vrai qu'on nous a rétorqué que la plupart de, notamment les cinéastes, ont les mêmes interlocuteurs chez Canal+, par exemple, parce que l'on parle de Canal+, depuis une dizaine, voire une vingtaine d'années, et que se sentent pas concernés, en tout cas, par cette inquiétude qui est légitime et des signataires de la pétition. Enfin, faut savoir, là, je rapporte les propos d'un cinéaste qui est Christophe Honoré, Oui, qui j'allais t'en disait, parler, il y a quelques années quand même que lui avait dû se passer d'un financement Canal+, qui est quand même le premier financeur du cinéma français, c'est littéralement leur devise, il me semble, leur slogan, sur son film Plaire, aimer et courir vite, parce que Bolloré aurait dit pas de PD, pas de syndicalisme pour parler de son film et pour parler, il me semble, de la loi du marché de Stéphane Brisé. Ouais, c'était ça. Donc pas de PD, pas de syndicaliste, c'est quand même très orienté politiquement. Oui, effectivement. Comme façon de financer les films. Et ça répond aussi à plusieurs réactions qu'il y a eu. Et qui, autant il y a des gens qui n'ont pas pris du tout position, qui n'ont pas voulu se mouiller, il y a même carrément des gens qui ont dit cette pétition est scandaleuse, et des gens qui ont dit les gens se plaignent alors que pour l'instant on ne se fait pas censurer, il faut attendre de vraiment se faire censurer, mais en fait c'est déjà arrivé. Et à ça, on nous a quand même répondu que on n'allait plus travailler avec tous les gens qui avaient signé cette pétition. Oui. Donc ça, si c'est pas orienté comme façon de travailler, je sais pas ce que c'est. Et c'est surtout, ce dont certains avaient peur aussi, c'est les milieux de la culture et de l'audiovisuel, c'est des milieux assez fragiles. Et les gens travaillent dans des conditions qui sont pas toujours faciles. Et je vous invite à aller voir les nombreux collectifs. Je pense à Sous les écrans Ladèche, qui sont les travailleuses en festival. C'est dans des conditions assez compliquées. Moi, par exemple, j'ai un double statut. Je suis intermittente du spectacle depuis quelques années et je suis auto-entrepreneur aussi. J'ai mes camarades pigistes qui, le milieu de la presse est très touché aussi. C'est travailler dans quelles conditions aujourd'hui travailler pour une entreprise comme Canal+, ou des autres entreprises du groupe Bolloré. Et ce qui est intéressant, c'est que ça rejoint aussi ce qu'on disait tout à l'heure sur les métiers du cinéma et le côté un petit peu mis de côté, parce qu'il y a aussi eu une critique qui a été faite que je trouve extrêmement injuste. C'était sur le fait que mais c'est pas des gens très connus qui ont signé la pétition, c'est des métiers. Je crois que c'est le Figaro qui a fait un article détaillé en disant regardez qui a signé. Oh bon, ça c'est juste des monteurs, c'est juste des. Oui, c'est juste les gens en fait qui font le cinéma et qui font les productions audiovisuelles. Enfin, d'ailleurs, mon meilleur ami est monteur et je trouve ça scandaleux. C'est un métier tellement important. Le montage, c'est littéralement la dernière personne qui écrit le film. J'ai trouvé l'article. Donc c'est malheureusement, je n'ai pas d'abonnement au Figaro, mais ah bon. le titre travailleuse du sexe, producteur télé, historien de l'art, qui sont vraiment les 2000 signataires de la pétition anti-Bolloré. Alors, mais surtout d'avoir mis travailleuse du sexe en premier pour shamer en plus les travailleuses du sexe, c'est pas très orienté aussi ça en plus. Bref. Et donc parmi les frondeurs de la tribune, nombreux sont ceux qui ne travaillent pas pour le cinéma. Par ailleurs, certains s'estiment floués par un appel au boycott du GC ajouté sans prévenir. Nous avons analysé la pétition non pardon, elle réserve beaucoup de surprises. Voilà, c'est ça qui sont. D'accord, super. Pourtant, là, je faisais défiler les noms des signateurs et des oui, et il y a des métiers très différents. Moi, je trouve que ça montre en fait la diversité de nos industries. Hein. Juste, il y a des ingénieurs de son, il y a des musiciens, il y a des producteurs, il y a des chefs d'éco, des directeurs de la photo, des directrices de la photo. Voilà, il y a des journalistes, il y a des programmatrices. Je veux dire. Mais on voit effectivement, prenons les noms à la comédiennes. volée, c'est en lien avec le cinéma. De toute façon, ça montre, comme tu disais, que c'est un projet collectif, un film. Mais on sort aussi un petit peu de cette politique des auteurs qu'on a pas mal en France, où le réalisateur ou la réalisatrice est tout puissant et ça ne dépend que d'elle ou de lui, surtout la bonne marche du film, quoi. Oui, de toute façon, c'est une conversation qu'on a depuis des années à Hollywood. C'est une conversation qui est ouverte aussi, et c'est une inquiétude aussi qui existe dans le système hollywoodien parce qu'on l'a vu, il me semble, c'était il y a 1 ou 2 mois, que la Paramount, qui est un énorme studio, qui a une plateforme aussi Paramount+, a racheté après des enchères assez féroces entre Netflix et je sais plus quel autre groupe, a racheté Warner Bros Discovery. Et donc le patron de la Paramount, qui s'appelle David Ellison, qui est un milliardaire lui aussi, enfin il y a les parallèles. Quel est le lien qu'avec Bolloré, lui est très proche du gouvernement Trump et a des idées assez conservatrices. Il y a aussi en Hollywood une inquiétude de la trumpisation d'Hollywood et des discours que le cinéma mainstream et de studio va sortir dans peut-être les prochaines années. Il y a aussi une grande peur de licenciement massif parce que Paramount et Warner Bros sont des structures assez similaires. Donc ce qui fait que si on a déjà des postes d'une entreprise à l'autre, pourquoi garder
pourquoi garder des employés en doublon? Donc comme cette pétition-là a zappé Bolloré, beaucoup de professionnels de l'industrie américaine, eux aussi, ont ouvert une pétition qui a été signée assez massivement, il me semble, pour justement essayer de contrer ce rachat qui malheureusement a eu lieu, il me semble, il y a un mois de ça. Je t'ai mis dans le chat la vidéo de Nicolas Delage qui a fait une super synthèse de ce rachat et des enjeux autour de ça qui dure une quarantaine de minutes. C'est assez détaillé et vous comprenez aussi les liens justement de ces milliardaires avec Donald Trump et l'histoire un petit peu des gens qui ont racheté ça. Mais effectivement, on est sur les mêmes enjeux qu'en France en fait, avec des gens clairement marqués à l'extrême droite qui se retrouvent à être quasiment monopolistiques dans certains secteurs. Alors, pour l'instant, on nous dit oui, il n'y a pas de censure, vous inquiétez pas. Certains disent oui, mais moi, mes interlocuteurs à Canal. Sont des interlocuteuristes privilégiés, mais jusqu'à quand en fait? Et c'est aussi ça que je trouvais assez étonnant dans les réactions autour de la pétition, c'est des gens qui disent oui, mais pour l'instant ça va. Donc, oui, mais pour l'instant la banquise elle fond pas, mais elle va fondre en fait. Oui, c'est ça. C'est vraiment la question de se dire bah moi je suis bien donc tout va bien, il y a pas de souci. Et par contre, on a quand même vu effectivement des gens qui ont réagi, qui sont positionnés clairement au Festival de Cannes. Je pense notamment à Ken Loach, évidemment, Oui. qui s'est positionné. Ken Loach, je veux dire, ça sort pas du bois. Hein, c'est peut-être 50 ans d'une carrière cinématographique et militante. Donc moi, j'étais pas étonnée en voyant les prises de parole de Ken Loach sur les conditions de travail, sur la montée de la fascisation à l'extrême droite, à travers le monde. Donc oui, et je parlais d'un comédien comme Javier Bardem aussi, qui a toujours été engagé sur ces questions-là, et tous les deux, c'est des personnes en plus engagées envers la cause de la Palestine. Donc il y a des choses où on n'est pas surpris. Il y a des gens qui se sont pas réveillés aujourd'hui en fait. Mais c'est vrai que ce qu'on disait, c'est qu'il y a énormément de gens qui sont des travailleuses et des travailleurs de l'ombre dans la pétition, mais il y a quand même heureusement quelques personnes un peu plus connues qui l'ont signé. Tu parlais de Javier Bardem, on a parlé de Son Arlo tout à l'heure. Oui, c'est très récent. Je crois que c'est hier que des signataires internationaux se sont ajoutés. Mais pareil, je parlais de la pétition qui était un peu la pétition miroir aux États-Unis, qui a été signée par une cinéaste comme Sofia Coppola, par exemple, ou un comédien éminent comme Robert De Niro. Donc évidemment qu'il faut des grands noms pour tirer et attirer l'attention sur ces causes-là, mais faut quand même pas dénigrer ce qu'on disait, les personnes qui font ce milieu et qui font les films. Parce que sans technicien, il n'y a pas de film. J'avais trouvé une intervention assez juste. Sans intermittent, du coup. Sans intermittent, il n'y a pas de film. Une intervention assez juste de l'actrice Anna Mouglalis qui a signé la pétition et qui a dit quelque chose de très juste. Elle a dit le silence ne sauvera personne. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ne rien dire, ça devient une prise de position et on s'en rend compte avec certaines personnes. On a vu notamment Chabat qui a dit qu'il ne voulait pas se positionner. On a vu, je ne sais plus qui, Kassovitz, je crois qu'il a dit aussi qu'il ne voulait pas. Alors Alain Chabat, je ne sais pas si c'est pas exactement positionné. Je crois qu'il a été plus. Je crois que lui, c'était plus sur la mention de Nicolas Saada où il comprenait pas justement le coup de pression qui avait été mis. Ah oui, non, c'était pas exactement ça. Il est resté un petit peu plus vague, alors que oui, j'ai pas. Il y a tellement d'interlocuteurs ces 48 dernières heures que. Il y avait plein de manières de réagir à ce truc-là, mais de là à rajouter ce coup de pression à 2 balles à des gens qui donnent une opinion, ou en tout cas qui ont une inquiétude légitime ou pas, a-t-il poursuivi. Oui. Et après, il a dit on est coincé avec LFI et le REN, il faut choisir en permanence, mais je ne suis d'accord avec rien. Ça, c'était pour. Il a dit j'ai l'impression d'être coincé entre Pigasse et Bolloré. Oui, on est vraiment sur ça. C'est des mainmises aussi de milliardaires sur des industries. Après, les patrons de grands groupes médiatiques et les milliardaires ont toujours existé dans nos industries, mais là, c'est quand même très inquiétant. Et puis à ce niveau de politisation à l'extrême droite, c'est particulièrement un problème. On n'est pas juste sur on veut faire de l'argent. Non, on est sur on a un agenda politique derrière et on va se servir. Les images sont une arme et on va s'en servir en fait. Par rapport aux moyens justement de lutter contre ça, alors on a la pétition évidemment qui fonctionne parce que pour le coup elle fait du bruit et elle a poussé les gens à se positionner, ce qui est déjà en soi quelque chose d'assez rare dans le cinéma français actuel, d'obliger les gens à dire quelque chose. Est-ce que tu vois d'autres moyens? Je sais qu'on a évoqué un peu le boycott là, du GC, on avait passé un appel au boycott tout ce qui était en lien avec Bolloré. Est-ce que vous avez discuté éventuellement de moyens de mobilisation? Alors en fait c'est arrivé, la pétition elle arrive juste à l'ouverture de Cannes. Je vous avoue que là je sais que nous on a un groupe de chat où on centralise toutes nos activités et là c'est vrai que la rédaction est plutôt la tête dans le guidon du festival et des films. On n'a pas eu le temps encore
d'en débriefer entre nous, mais je suis très curieuse de ce que certaines structures plus équipées que nous, en tout cas, ont à dire, en tout cas, sur s'il y aurait des comportements ou des marches à suivre là-dessus. Puis éventuellement, peut-être d'autres moyens de produire des films aussi, Oui. des circuits différents de Canal+, c'est des choses qui sont aussi discutées. Oui, bien sûr, comment, oui, changer les conditions, oui, de fabrication des films, se tourner vers des circuits indépendants. Il y a plein de gens qui ne bénéficient pas de l'aide de Canal+, hein, pour produire, diffuser et financer leurs films. On est désormais dans une temporalité, il faut se positionner, dit Frida Azul. Ne rien dire, c'est consentir. Le temps n'est pas la tiédeur. Et comme dit Bardem, il faut être 3 étoiles. Je ne sais pas ce qu'il a, Ah. ce qu'il a dit, c'est peut-être le Est-ce bot que qui a censuré. c'est un gros mot, du coup, il a Peut-être. censuré. Je vais voir si j'arrive à te retrouver. On doit dire les choses même avec la peur. Il a dit. Je sais pas si c'est ça. Bon, il n'y a pas de cet article abonné. Oui. Si tu as le terme, il faut être courageux. Ah, il a Ah oui, censuré d'accord. courageux. Ok. Je sais pas pourquoi, c'est très bizarre. Mais effectivement, c'est ce qu'on disait sur la question du positionnement. C'est de toute façon, ça devient un positionnement de ne rien Mais dire. je voyais sur le chat que j'ai pas vu le nom de la personne qui mettait. Oui, voilà, l'Auvergnate Relou qui disait oui, en effet, il y a des cinémas, il faut soutenir les cinémas indépendants, ce qui est dit dans la pétition Zappé Bolloré, en plus de boycotter les cartes UGC. Il y a des cinémas associatifs, évidemment, qui proposent d'autres programmations. Il y a des festivals en parallèle de ce que propose le Festival de Cannes et sa sélection aussi. Je pense en ce moment, il y a le Décolonial Film Festival qui a lieu en Île-de-France. Il y a plein d'initiatives comme ça, de programmation. Moi qui suis originaire de Marseille, je sais qu'il y a un travail assez dingue qui est fait dans des lieux à Marseille. Je pense au Vidéodrome 2, je pense à la Baleine. Donc voilà, il y a quand même des choses qui sont proposées, qui sortent en tout cas du circuit des multiplexes. Et pour être aussi, moi je fais beaucoup de médiation en cinéma sur le territoire, en France, sur les routes de France, avec une agence comme la DRC par exemple, qui est l'agence pour le développement et le rayonnement du cinéma sur le territoire français et qui du coup ne fait que du cinéma d'art et essai. Et là, on va à la rencontre aussi des publics qui ne sont pas des publics des grandes villes, mais aussi qui n'est pas un public, par exemple, parisien. Hein. Et on découvre la cinéphilie, en fait, de tout le monde sur le territoire français. Et on découvre aussi les valeurs de programmation des exploitantes, des associations et des programmateuristes dans ces cinémas-là. Et ça... ça, c'est une expérience assez inédite et je sais que moi, ça a beaucoup changé, en tout cas, mon rapport à certains films, mon rapport au territoire, mon rapport aux installations aussi. En France, on a quand même le rayonnement du patrimoine, c'est quelque chose d'important. La conservation de la culture, c'est quand même quelque chose... Et la diffusion de cette culture, c'est quand même des choses qui sont primordiales. Et voir qu'il y a des gens qui font vivre au fin fond du Jura, par exemple, des salles associatives avec des films qu'on dirait, entre gros guillemets, exigeants, c'est quand même pas anodin. Donc voilà. Il faut aussi en effet se pencher du côté de ces structures-là et de ces initiatives-là. Et c'est vrai qu'il y en a pas mal, et ça, je trouve qu'on a quand même encore un peu de chance là-dessus en France de pouvoir voir des endroits très différents, encore des associations, des cinémas indépendants. Les gens ont cité aussi dans le chat quelques exemples. Oui, il y a le cinéma G6 à Marseille, c'est vrai. Je sais plus qui le citait, mais oui. Oui, non, mais il y avait effectivement plusieurs exemples. Et puis même quand on est à la campagne, effectivement, on connaît ce qu'on grandit à la campagne, les petits cinémas où on arrive quand même à programmer des films. Alors des fois les blockbusters qui sortent quelques mois après, mais aussi des films un peu plus qui sortent qui sortent pas en sortie nationale, qui sortent en différé, oui. Mais en même temps des films un peu plus confidentiels. On parle des cinémas Utopia. Moi, je pense aux Comédias à Lyon. Enfin, il y a plein d'exemples de cinéma comme ça. Le Luxi à Ivry aussi, on a reçu oui, par exemple, festival Luxi ici dans cette émission. Donc voilà, il y a aussi plein d'alternatives qui existent déjà et qu'il faut encourager et soutenir. Oui, et puis en plus, on est aussi dans des cas où il y a des villes ou des petites communes où
il y a des programmatrices et des assos de cinéma qui doivent faire. Enfin, c'est vraiment une bataille de programmer certains films parce que les municipalités ne sont pas forcément de leur bord politique et des fois, certains films sont discutés. Nous, en tant que médias et assos féministes, je sais que je suis arrivée dans des villes où c'était pas toujours vu d'un très bon œil qu'on programme certains films, certains documentaires notamment. Donc aussi, on sent qu'il y a tout un tissu associatif qui est quand même, le tissu associatif en France est quand même exponentiel, qui se bat pour faire exister ces films, pour les proposer à son public, et qui se bat aussi pour nous faire venir, parce que c'est des activités où nous on est rémunérés aussi. Donc qui se bat aussi pour nous et pour faire entendre la pluralité des voix. Donc il faut quand même soutenir ces personnes-là en tout cas, qui font un travail assez massif toute l'année sur des cycles entiers pendant des années. Donc voilà. Donc ouais, ou rejoignez des associations aussi. Voilà. C'est intéressant qu'on parle de ça de cette façon en disant les municipalités sont un peu frileuses, mais on a vu là au municipal qu'il y a eu plein de nouvelles municipalités à l'extrême droite et on a déjà vu les premières censures d'événements culturels. Je pense à La Flèche, notamment dans la Sarthe, où il y a un festival qui a été annulé, mais je suis sûr que vous en avez plein d'autres, mais j'ai pas d'exemple avec le cinéma, mais je pense que ça ne tardera pas aussi à arriver. En fait, c'est aussi un danger pour les lieux indépendants dans ces villes-là. Et pour les lieux culturels, je pense à des librairies indépendantes. C'était arrivé à Nice, par exemple, il y avait des librairies féministes qui s'étaient fait, il me semble, je sais plus si c'était casser leur vitrine ou, enfin, Nice qui est quand même une ville historiquement plutôt à droite, comme dans beaucoup de villes dans le sud de la France. Mais oui, on voit aussi beaucoup quand même d'actions violentes face à... Ah oui, c'est ça, occultation d'une vitrine. Je pense même à Paris. Il y a la librairie Violette & Co aussi qui subit de nombreuses attaques de ses prises de position en vitrine avec des livres, notamment des livres pour les jeunes publics sur la Palestine et d'autres livres militants qui, il me semble, s'est fait détruire ses vitrines. On leur a jeté je sais plus quel produit et qui sont dans une bataille judiciaire aussi là-dessus. Donc oui, il y a une censure massive en tout cas de nombreux espaces culturels dont le cinéma et la salle de cinéma. Est-ce que tu peux parler, c'est vrai que j'avais pas pensé à aller là-dessus, mais parler plus en détail de ce que tu fais justement de ces formations, de ces déplacements que tu fais un peu partout pour rencontrer les productrices, les producteurs, les distributeurs, distributrices de cinéma, en quoi ça consiste? Alors moi je rencontre pas les gens qui font les métiers du cinéma. Là je suis plus nous on travaille beaucoup donc du coup avec la DRC, mais on travaille des fois directement avec les cinémas quand ils nous connaissent parce que ça fait quand même des années maintenant qu'on fait ça. Moi je crois que ça doit faire 5 ans que je me balade sur les routes. On nous met en contact en fait. Ils ont des cycles et ils ont des créneaux à l'année de programmation de films et on se positionne sur des films qui sont plutôt dans la ligne éditoriale de Sorociné ou alors des genres de cinéma sur lesquels on est disons assez expert, c'est pas le bon mot, mais où on a plutôt de la connaissance. Moi je sais que je coprogramme avec des amis au Grand Action tous les ans un festival sur le teen movie, donc qui est un genre nord-américain et qui est un film sur l'adolescence. Je peux me positionner par exemple sur des films plutôt de ce genre-là et ensuite on se déplace et on accompagne les films, donc on fait une introduction et après on anime j'aime pas le mot débat, mais on anime une conversation et il se trouve que des fois on a l'occasion et la grande chance d'avoir une partie de l'équipe des films avec nous ou juste le ou la cinéaste ou il nous arrive d'avoir une technicienne aussi ou un technicien avec nous. Mais oui, c'est vraiment de la médiation et de la mise en valeur des films. S'il y a des gens qui sont intéressés pour vous avoir éventuellement, comment ils peuvent vous contacter pour Ils organiser ce genre peuvent nous d'événement? contacter à l'adresse contact de Sorociné. C'est le plus facile encore. Je sais qu'il y a des gens qui nous envoient des MP sur les réseaux sociaux. Mais oui, vous pouvez nous contacter. L'adresse, s'il y Voilà. a des personnes qui travaillent dans des cinémas et qui sont intéressées par ce genre d'événement, n'hésitez pas, je vous ai mis le mail dans le chat. On peut peut-être revenir un peu sur Sorociné. Je pense qu'il reste un quart d'heure. Bon, après, c'était intéressant de parler de ça. On n'a pas assez parlé de Jean Moulin, mais bon, je pense qu'on va revenir sur Comment dépolitiser Jean Moulin, c'est quand même un comble. Oui, mais c'est vrai qu'on en parlait avant de lancer l'émission. C'est extraordinaire. On est quand même au niveau collège de je sais pas, c'est peut-être la représentation la plus vue par tous les élèves
de toutes les écoles sur le territoire français de résistance au nazisme, mais bon, dépolitisation Jean Moulin, enfin bref. C'est vrai que c'est la fameuse question qui a été posée par PDH. Oui, Yazid de PDH, ouais. Que Gilles Lelouch n'a pas prononcé une seule fois le terme nazisme. On avait l'impression que Jean Moulin, il avait réuni tout le monde et que tout le monde était content. Oui, alors moi quand j'ai entendu c'était quand même un grand humaniste, des espèces de périphrases comme ça qui ne veulent rien dire, c'est désespérant. Et c'est quoi, c'est le réalisateur qui a dit que nous, ce qui nous a vraiment, la phrase m'a marqué, ce qui nous a vraiment bouleversé, c'est qu'il s'est mis au-dessus des partis. C'est vrai que c'est ce qui me bouleverse quand je pense à Jean Moulin. Du coup, on n'a pas très envie d'aller voir son film, mais... C'est vrai que ça donne pas non plus une hyper... Du coup, oui, on se retrouve à plus être curieux du film d'Emmanuel Mar, là, avec Swan Arlo, dont j'ai oublié le titre, pardon. Oui, mais je l'ai oublié aussi. Qui suit un pétainiste sous la frange de Vichy et qui me semble est inspiré de Notre Salut. Il me semble être inspiré d'un membre de sa famille, je crois. C'est l'arrière-grand-père du réalisateur fonctionnaire sous le régime de Vichy. Que beaucoup de mes camarades chez Sorociné m'ont décrit comme un The Office sous Vichy. Donc ce qui, moi, m'intrigue particulièrement. C'est très intriguant, effectivement. Mais je crois que c'est Libé ou je sais plus quel journal a dit c'était notre Palme d'Or. Oui, j'ai l'impression que de toute façon on est quasiment à la fin de Cannes, donc j'ai l'impression que tout le monde se positionne sur sa Palme d'Or. Je sais que chez nous, parce que là on parle beaucoup de réalisateurs je sais que la Gradiva de Marine Atlan, qui est une directrice de la photographie qui vient de passer à la réalisation, a fait sensation et que voilà, nos rédactrices plébiscitent le film. Moi j'ai hâte de le découvrir. Et pas mal d'autres choses. Oui, on a un tableau des étoiles aussi. Ah, on va mettre ça. Dont je n'avais pas pris connaissance, les nouvelles... Les nouvelles critiques, on voit, il y a du... Ah oui, il y a un peu de tout. Alors, toutes les rédactrices, et c'est avec les films, et c'est donc voilà. de 1 à 4 étoiles. C'est toutes les rédactrices qui sont à Cannes en ce moment. Donc elles sont quand même beaucoup, je les salue d'ailleurs, Mariana, Noémie, Diane, Victoria, Alicia, Margot, Esther et Nora. J'espère que je n'ai oublié personne. Ce que j'allais dire, j'ai dit trop de noms, après t'es obligé de tous les dire. Oui, mais en même temps, elles font un travail tellement énorme de rédaction. On remercie encore Marion Thévenot, qui est notre correctrice attitrée, qui est correctrice, c'est sa profession, plutôt dans l'édition, et qui fait ça totalement par militantisme chez Sorociné. Et aussi, je tiens à, si vous regardez un petit peu notre page sur les réseaux sociaux, on a un compte TikTok depuis peu, qui est mené par Noémie et Victoria. Mais on a une section vraiment, on a un pôle vidéo dédié qui est mené par du coup Alicia Arpaia qui dirige ce pôle et elles font un travail assez fouillé et assez efficace en vidéo depuis quelques temps. Donc on a des formats très différents. On a un format de matrimoine par exemple où on rend hommage aux pionnières du cinéma. Et on a un format à Cannes, ça va être des entretiens, ça va être des réactions à chaud, ça va être elles font du podcast aussi, un peu en tout terrain. Donc voilà, je tenais à saluer leur travail quand même. C'est la moindre des choses. Ouais, c'est vrai qu'on a parlé des articles, des critiques de films, mais il y a énormément de choses que vous faites au-delà de ça. Donc tu as parlé de la médiation, là, on a les films à Cannes, le podcast, la vidéo, l'animation de séance, en ciné-club. Ouais, on fait beaucoup de vidéos. Ouais, on est comme beaucoup de médias aujourd'hui, il faut être un couteau suisse. Oui, puis il faut aussi, parce que vous êtes toutes bénévoles là dans la structure, mais il faut quand même des financements, je suppose, à trouver pour je sais pas, les serveurs, pour les déplacements, ce genre de choses. Comment vous vous débrouillez avec ça? Alors nous, du coup, nos interventions qui sont rémunérées, il y en a qui, ça nous rémunère nous en tant que personne, mais il y a aussi une partie de la rémunération qui va au bon fonctionnement de l'association. On a des partenariats avec des festivals, on a des partenariats avec des institutions ponctuelles qui font qu'on peut être rémunéré aussi et faire tourner au moins le site et payer le domaine et tout ce qui va avec. Est-ce qu'il y a des nouveaux projets, vous avez parlé de TikTok là notamment, oui, qui a été je ouvert. sais qu'en tout cas là l'accent est mis sur le développement des formats vidéo qui est un travail d'écriture en soi. Écrire une vidéo sur le matrimoine par exemple, je pense à par exemple il y a eu une rétro de la cinéaste Anya Breyen il n'y a pas longtemps qui est malheureusement décédée il n'y a pas longtemps non plus et ma camarade Diane avait fait un format sur la trilogie Waves qui était ressorti en copie restaurée et pas mal d'autres exemples quoi.
Et Sorociné a eu en effet aussi, en financement participatif, ont été créées des revues papier il y a quelques années, mais on n'en a pas fait depuis parce que ça prend énormément de temps pour des bénévoles de créer une revue. C'est quasiment 1 an, surtout une revue sans publicité et en financement participatif. Donc on espère un jour peut-être donner suite à cette revue-là. Ouais, ça allait être une question aussi sur les futurs de ces revues papier, mais je crois que la dernière date de 2022, non, de toute façon, c'était... Oui, c'est ça. Et puis après, il y a le coût quand même de l'impression du papier qui est assez énorme. Donc on mobilise nos compétences ailleurs, mais c'est vrai que surtout, il y a une accélération et une expansion de la production vidéo chez Sorociné. Et puis c'est aussi se former et nous développer des compétences que beaucoup d'entre nous n'avaient pas, parce qu'il y en a beaucoup qui ont des formations de journalisme, mais pas forcément de journalistes vidéo, quoi. Oui, c'est ce que je disais sur les intervenantes dans Sorociné. Il y a des profils très différents aussi. Oui. Parce qu'il fait la pluralité des regards, et des plumes. Sur la revue. Alors, les gens reviennent sur le tableau. C'est le Vergnatrolo Trollo qui n'y a pas mémoire de fille. Alors, je sais pas si c'est un film en compétition. Le film de Judith Godrèche il me semble qu'il n'est pas en compétition, non ? Jim Queen, il n'est pas en compétition officielle. Oui, pardon. Alors en fait, c'est le tableau de la compétition officielle. Mais elles ont vu des films des compétitions parallèles aussi. Et on voit la note. Et Jim Queen, ça a l'air hyper intriguant. Je suis trop hâte. On a vu les images de la séance où les gens ont insulté Bolloré pendant le. Ah bon ? J'ai pas vu. Il y a le logo Canal+. Tellement d'images maintenant. Je ne vais pas répéter ce qu'ils ont dit, mais il y a quelques insultes qui ont été lancées. Ok. Mais moi, je suis très curieuse du coup du film de Marine Atlan et du film de Jan Schobrun qui avait fait I Saw the TV Glow, et là c'est je me souviens plus du titre, Death Sex at Camp Miasma, quelque chose comme ça, un titre un peu à rallonge. J'essaie de retrouver mais c'est vrai qu'il y a plein de choses à chaque fois, à chaque festival de Cannes, et je crois que je regarde 2 films après à la fin. Quand même. Mais qui a un film qui est avec Jan Schobrun. Oui, le film de Léa Missius, je pense qu'elles l'ont pas vu encore, mais bon, Cannes c'est pas fini, mais très curieuse. Et effectivement, ça permet aussi d'avoir un regard un peu différent. Là, vous voyez que vous avez une notation passez votre chemin, pas terrible, assez bon, coup de cœur, une autre palme d'or. Il y a que un passez votre chemin pour l'instant, donc ça va. Qui vient de Diane. Oui, d'accord. Mais on voit que les. Il n'y a pas beaucoup de palmes aussi pour l'instant. Ouais. Alors est-ce que chacune peut donner qu'une palme c'est ça. Je pense que oui. Mais non, mais je veux dire, mes paris d'actrice, pas tout le monde a encore donné sa palme. Ouais. Mais on voit effectivement des choses qui ont l'air très intéressantes, et puis des films qui ont été mis en avant. Et aussi, alors on n'a pas parlé trop de parité, de question de la place des réalisatrices, mais c'est quelque chose évidemment qui vous implique aussi à Sorociné, c'est le mettre en avant plus les réalisatrices que les réalisateurs. Et on sait que Cannes, il y a un problème depuis très longtemps de parité, et encore aujourd'hui, il y a très peu de réalisatrices en compétition. Oui, elles sont 5 sur 22 films en compétition officielle cette année. Je crois que c'est un des scores les plus bas depuis le 2019, il me semble. Je vous renvoie au travail merveilleux et poussé que fait le collectif 50-50, notamment pour tout ce qui est statistique. Sur les questions de parité, de diversité, d'inclusivité dans le milieu de l'audiovisuel. N'hésitez pas à les rejoindre aussi, parce que c'est une association 55, enfin le collectif 50-50 est une association aussi. Mais oui, c'est des interrogations qui sont au cœur de notre travail, et invisibiliser ou minimiser le travail des réalisatrices et des techniciennes, c'est se cacher une partie de l'histoire du cinéma. Nous, notre exemple le plus, on va dire, accrocheur, c'est Alice Guy. C'est l'exemple que moi je fais beaucoup d'interventions en milieu scolaire aussi, et c'est l'exemple que moi et même avec des adultes en vrai, que je sors à chaque fois. C'est le destin d'Alice Guy, qui aura bientôt une série télé qui lui est consacrée, produite en France, parce qu'il y a eu un documentaire qui avait été fait aux États-Unis sur elle. Il y a eu un livre qui a été écrit aussi. Sur Alice Guy, mais voilà, c'est quand même la première femme réalisatrice de l'histoire, une des premières réalisatrices tout court. C'était la secrétaire de Léon Gaumont, qui est le fondateur de la Gaumont, et quand même le slogan de la Gaumont, c'est depuis que le cinéma existe. Mais avant ça, il y a quand même Alice Guy, parce que Gaumont, quand le cinéma arrive, dit à Alice Guy, vous pouvez bricoler vos petits trucs là à côté, vos petites images, c'est pas le truc le plus important. Nous, on vend des appareils photographiques. Et Alice Guy, c'est quand même quelqu'un qui a monté, c'est la
première femme à monter un studio aux États-Unis, à avoir une carrière aux États-Unis, et qui, toute sa vie durant, a tenté de prévenir les journalistes et les historiens de ne pas effacer son travail, parce qu'on a perdu beaucoup de ses films, malheureusement. Et c'est quelqu'un qui s'est battu pour que sa mémoire reste vive. Et elle a été totalement plongée dans l'oubli et on la redécouvre depuis une dizaine d'années, je dirais. Je conseille toujours aussi le roman graphique de Catel et Bocquet, par exemple. Le chat conseille aussi, je vais mettre le lien. Exactement, qui est assez volumineux, mais qui est très bien pour parler d'elle. Et c'est la première femme de cinéma, même avant des réalisatrices américaines comme Louise Weber. Donc voilà, effacer les femmes, c'est effacer une histoire du cinéma, c'est effacer un matrimoine et c'est effacer un regard. Et le cinéma n'est qu'une question de regard. Donc c'est très important de recentrer ça et c'est aussi se voir en miroir et se voir représenté, c'est quand même aussi donner accès aux techniciennes de demain et aux cinéastes de demain à des modèles, à des cinémas, à des exemples, et peut-être devenir chef opératrice, devenir mixeuse, monteuse, décoratrice, cinéaste, productrice, distributrice, exploitante, on ne sait, les métiers sont multiples. Mais c'est effacer une contribution qui est quand même majeure. Oui. En plus, Alice Guy, très prolifique, hein. Je ne sais plus combien de nombre de films qu'elle a fait. Mais très prolifique et très en avance sur son époque aussi. Vous diront les historiennes qui ont écrit sur elle. En tout cas, apparemment, la BD a l'air bien. Je ne l'ai pas lu, mais les gens dans le chat conseillent. Je la conseille. C'est un très beau cadeau. Je la conseille. Parfait. C'est vrai que j'ai vu qu'on voit les chiffres là. Je suis sur le site de 50-50. Oui. 6% des films réalisés par des femmes en compétition à Cannes depuis la création du festival. Et j'ai vu un article où il disait maintenant le truc c'était est-ce qu'il y a plus de Français ou est-ce qu'il y a plus de femmes dans la sélection de Cannes. Ah, ça, je savais pas. Je m'étais pas fait la réflexion. Une seule année où il y avait plus de femmes que de Français sur la sélection totale au festival de Cannes. C'était assez parlant. Eh ben, je crois qu'on se dirige tranquillement vers la fin de cet entretien. Merci déjà beaucoup. Oui, déjà. Mais si tu veux, tu veux rester pendant la revue de presse. Il n'y a pas de souci. Hein, mais bon, oui, j'ai un petit peu de temps. Si t'as un peu de temps, fais une pause de 5 minutes. J'ai un article de Mediapart qu'on peut lire sur le sujet. Sur le paradoxe du cinéma français, fort contre Hollywood, faible face à Bolloré, le paradoxe du cinéma français. Donc si tu veux rester pour la lecture de ce papier après, il n'y a pas de souci. Oui. En tout cas, merci de m'avoir reçu. Merci à toi d'être venu. Ce matin, et j'embrasse toutes mes camarades chez Sorociné. Et puis abonnez-vous, bien sûr. Oui, abonnez-vous évidemment. Abonnez-vous à tout. On est sur tous les réseaux sociaux. Abonnez-vous. Suivez nos critiques. L'abonnement. Merci à toutes et à tous en tout cas d'avoir suivi cet entretien. On se retrouve de toute façon dans 5 petites minutes. Là, on va marquer une pause. De toute façon, ça va être la recharge en café pour ma part. Et on va faire la revue de presse. Voilà. Et je vous souhaite une très bonne journée. À tout de suite. Tout le monde, c'est la musique d'ascenseur que vous appréciez tant.